Notre corps possède des forces régénératrices étonnantes qui l'aident à retrouver son équilibre lorsqu'il en a besoin. Cette fonction est assurée par le cerveau, dont la mission première est de nous maintenir en vie. Chacun d'entre nous dispose de ses capacités autoréparatrices, d'une sorte de médecin intérieur. On le voit très bien quand on se blesse, par exemple quand on se coupe. Le médecin va juste s'assurer que la plaie cicatrise bien. Mais la cicatrisation se fait toute seule, et c'est le corps qui s'en charge. Il est capable de tout guérir, parce qu'apparemment, il sait comment les choses sont censées être. De nos jours, la médecine a un peu perdu de vue cette capacité du corps humain à se soigner lui-même. Pour traiter la maladie ou soigner un organe atteint, on s'appuie avant tout sur les médicaments et la technologie. L'homme est parfois réduit à son symptôme ou à l'organe malade. On oublie qu'il est un tout composé d'un corps, mais aussi d'un esprit. Cependant, de plus en plus de médecins s'intéressent à nouveau aux capacités régénératrices de l'organisme et veulent aider les patients à contribuer à leur propre guérison. Il y a quelque temps encore, Frank Günther était incapable de nager. Une arthrose douloureuse lui paralysait les genoux et son état de stress constant lui valait des douleurs dans le dos et des maux de tête. Pour finir, un burn-out avait rendu ce père de famille pratiquement inapte au travail. Je n'avais pourtant pas fait de travaux physiques, ni forcé sur mon genou, mais je me suis retrouvé du jour au lendemain avec de très fortes douleurs, à tel point que le soir, je ne pouvais même plus monter dormir à l'étage. Je restais en bas. Sinon, c'était tellement douloureux de descendre pour aller aux toilettes qu'il fallait que j'emprunte l'escalier à reculons ou à quatre pattes. J'étais sous pression au travail. À un moment donné, je me suis effondré. Plus rien ne fonctionnait. Ma circulation était désastreuse. Ma tension chutait de 18 à 14, puis à 12 ou à 8 en quelques secondes. J'avais des vertiges et des crises d'angoisse qui me faisaient vomir. Je ressassais des pensées à l'infini et ça n'allait pas du tout. Je me sentais fini. Je voulais que ça cesse. C'est tout ce qui comptait. Frank Günther consulte de nombreux médecins. Pommades, massages, injections et médicaments, rien n'y fait. Il faut traiter le problème à la racine. C'est le service de naturopathie et de médecine intégrative de la clinique d'Essen qui va lui apporter la solution. Beaucoup de ces patients sont dans une situation comparable. Ils souffrent de maladies chroniques, rhumatisme, douleurs, asthme ou pathologies intestinales, et la médecine conventionnelle n'a plus de solution à proposer. La médecine conventionnelle est devenue extrêmement spécialisée. Il y a des spécialistes du genou, du dos, de la tête, de l'estomac ou encore du cœur. Et on consulte de moins en moins de médecins généralistes qui considèrent pourtant le patient dans sa globalité, en tenant compte de son esprit et de son état psychique. Or, quand les patients souffrent de pathologies chroniques, le problème se limite rarement à un seul organe. En général, c'est la personne tout entière qui est atteinte. Bien souvent, il ne suffit pas de soigner cet organe. Il faut envisager le patient dans sa globalité et s'occuper de l'interaction entre les différents éléments de l'organisme. À Essen, le corps et l'esprit sont traités comme un tout indivisible. L'accent est mis non pas sur la maladie, mais sur le patient, avec ses ressources intérieures. Le concept est encore unique en Europe. La médecine classique est complétée ici par des traitements de naturopathie et des méthodes inspirées de ce que l'on appelle la médecine corps-esprit. La médecine corps-esprit s'appuie sur les aptitudes du cerveau et de l'esprit à favoriser l'autorégénération de l'organisme.
Concrètement, cela veut dire que l'on va associer des traitements axés à la fois sur le corps et sur l'esprit. D'une part, des méthodes thérapeutiques physiques telles que les massages, le gua sha ou l'acupuncture, et d'autre part, des techniques qui s'adressent à l'esprit et au psychisme, comme la méditation, la thérapie par le dialogue, ou encore les séances de restructuration cognitive qui permettent de mieux gérer les pensées négatives. Le stress est l'un des pires ennemis de nos capacités auto-réparatrices. Celles-ci sont beaucoup plus efficaces lorsque nous sommes détendus, optimistes et dans un état d'esprit positif. La médecine corps-esprit est issue des recherches sur le stress et tient compte de ce facteur. Ja, wir machen jetzt den Bodyscan. Das ist eine Übung, die hier zu Entspannungszwecken eingesetzt wird. Das heißt, wir gehen den ganzen Körper einmal durch. La réduction du stress basée sur la pleine conscience est une forme de méditation. Objectif, se concentrer pleinement sur l'instant présent et permettre à l'esprit de retrouver son influence sur le corps. De nombreuses études ont prouvé que la méditation avait un effet positif sur la santé, car elle réduit la tension artérielle et ralentit la respiration, ainsi que le rythme cardiaque. Elle aide ainsi à lutter contre les dépressions, le stress et les angoisses. Ce qui est super, c'est que j'ai pu réveiller des forces qui étaient en moi depuis toujours. J'ai essayé de me souvenir comment je faisais avant pour gérer tout ça, avant de connaître ces exercices de respiration, comme le Qigong ou le Tuina. Je me suis dit, c'est vrai que pendant des années, j'ai fait de la natation à haut niveau. Et qu'est-ce que je faisais pour me concentrer? Reprendre conscience de ces forces et être capable à nouveau de les exploiter à travers la respiration et la méditation, c'est ce qui m'a le plus parlé. Ça m'a aidé à gérer la douleur et l'anxiété. C'est une sorte de trait d'union entre mon corps et mon esprit. La plupart du temps, quand nous partons à la recherche de nos ressources intérieures, il est déjà trop tard, elles sont épuisées. À Essen, on explique aux patients comment les raviver. Cela passe par une alimentation réfléchie et des exercices physiques, mais aussi par des stratégies pour venir à bout du stress que nous provoquons nous-mêmes. La principale méthode utilisée est la restructuration cognitive. Die Technik, die ich Ihnen vorstellen möchte, kleine Technik, ist das ABC. Das A steht für einen Auslöser. Beispiel: Ich fahre und hab's eilig, Straßenverkehr, wunderbare Möglichkeit zum Üben. Und vor mir, der fährt so langsam, dass die schöne grüne Ampel doch noch rot wird. Événements déclencheurs, évaluation et conséquences. Autrement dit, la façon dont nous évaluons une situation détermine notre réaction. Sereine ou au contraire irritée et stressée. Le stress n'est pas nécessairement négatif en lui-même. Il est nécessaire dans une certaine mesure car il nous rend plus efficaces. Mais ces patients apprennent à éviter les pensées nuisibles et le stress inutile. La médecine corps-esprit offre avant tout des stratégies pour s'aider soi-même. Aux États-Unis, elle fait depuis longtemps partie intégrante du système de santé car elle contribue à atténuer les effets des maladies et à rester en bonne santé. Mais en Allemagne, on lui accorde encore trop peu d'attention. Les différentes méthodes de la médecine corps-esprit n'ont pas les mêmes effets sur tout le monde. À chacun de trouver ce qui lui convient. Grâce à ce savant mélange de techniques, Frank Günther a appris à mieux gérer ses douleurs et son stress. Les procédés issus de la naturopathie peuvent aussi renforcer les mécanismes d'autorégénération de l'organisme, comme le gua sha, une forme de massage venue de Chine. En raclant le système nerveux autonome de façon ciblée et répétée, on provoque des réactions dans le corps. À un moment donné, Frank Günther a senti comme un déclic. Ma femme est venue me rendre visite au bout de 5 ou 6 jours. Pendant qu'on discutait, je me disais, elle me regarde bizarrement, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut? Et là, elle me dit, c'est incroyable, tu as l'air tellement apaisé et tes yeux ont changé du tout au tout. Comment ça, mes yeux? Oui, ils ressemblent à ce qu'ils étaient avant. Tu es redevenu toi-même. Et c'est vrai, je me sens plus en phase avec moi-même. Je suis sur la bonne voie.
Bien sûr, mon genou est mal en point et j'aurai toujours des douleurs périodiques. Mais ça ne me fait plus peur, je sais comment les gérer. Et j'espère arriver à transposer ces techniques dans mon quotidien. Même si nous pouvons contribuer nous-mêmes à notre rétablissement, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Et nous ne sommes pas seuls responsables de notre santé ou de nos maladies. La plupart des gens naissent en bonne santé. D'un point de vue neurobiologique, on a même un potentiel incroyable à la naissance. On pourrait en faire des choses. Mais cette curiosité et cette soif de découverte qu'on a quand on est petit disparaissent quand on prend de l'âge. Au départ, tout se passe bien. Le corps et le cerveau savent ce qu'il faut faire pour nous maintenir en bonne santé. C'est-à-dire que le cerveau remplit parfaitement la mission qui est la sienne et selon laquelle il est structuré, à savoir veiller sur notre corps. On peut comparer ça à la construction d'une maison. À l'origine, les fondations sont parfaitement droites et bien posées. C'est la base saine que nous avons en nous. Et puis on commence à s'adapter à notre environnement, aux exigences de notre famille, de l'école, de notre culture et de l'époque dans laquelle on vit. Plus le temps passe, plus la maison est de guingois. Elle finit par être complètement bancale. Elle se fragilise et s'effondre. Dans le corps, c'est à ce moment-là qu'un organe lâche. Le dos, la hanche, le genou, l'estomac ou le cœur. Il ne supporte plus ce déséquilibre, cette maison qui penche. C'est ce point faible qui provoque la maladie. Là, il y a deux possibilités. Soit on essaie de redresser la maison en la réparant pour qu'elle continue à tenir debout, soit, et c'est la solution que je privilégie, on essaie de revenir en arrière et d'aider le corps à retrouver ses capacités autoréparatrices d'origine. L'université de Harvard, près de Boston, est le berceau de la médecine corps-esprit. On y étudie la réduction du stress basée sur la pleine conscience. En Europe, cette méthode rencontre un succès croissant. Sarah Lazare, chercheuse en neurosciences, a été l'une des premières à étudier la méditation aux États-Unis. Au Massachusetts General Hospital, elle travaille avec la psychologue allemande Britta Holzel sur une question centrale. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui pratiquent la méditation ? Depuis 10 ans, on s'intéresse beaucoup aux effets de la méditation sur l'activité et la structure du cerveau. On s'est aperçu qu'une pratique régulière de la méditation provoque des changements dans les connexions à l'intérieur du cerveau et dans la communication intercellulaire. Et ces effets s'accumulent avec le temps. Plus on médite, plus le cerveau se modifie. We're not getting caught up in these emotions, but we're just observing them, the way they're coming up. Des chercheurs avaient déjà constaté que les moines bouddhistes qui méditent quotidiennement présentaient un niveau d'activité plus élevé dans certaines zones du cerveau. Britta Holzel s'est demandé quel effet pouvait avoir une pratique régulière de la méditation sur des personnes stressées et en bonne santé, mais qui n'avaient pas d'expérience préalable de la méditation. Durant 8 semaines, 16 volontaires ont suivi des cours de méditation et ont fait des exercices quotidiens chez eux. Avant et après cette série de cours, les participants ont rempli des questionnaires sur leur degré de stress. Au bout de 8 semaines, ils se disent nettement moins stressés. Mais cela se reflète-t-il sur leur cerveau ? L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, révèle des résultats étonnants. Ceci est un simple appareil test qui vise à préparer le volontaire à la séance d'IRM.
Les chercheuses ont montré qu'en 8 semaines, la pratique de la méditation avait modifié la structure de certaines zones du cerveau chez les volontaires. On a fait des examens avant et après la formation à la méditation. Et on s'est rendu compte que l'épaisseur de la matière grise avait augmenté dans certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe ici. C'est intéressant parce que l'hippocampe est sensible au stress et que les neurones de l'hippocampe peuvent mourir quand le niveau de stress et le taux de cortisol sont trop élevés. La plasticité du cerveau est vraiment fascinante. Les changements intervenus à cause d'un stress sont donc réversibles. Et la matière grise semble se reconstituer. Le stress a visiblement été balayé hors du cerveau, hors de la région chargée de la mémoire et de l'apprentissage. Deux fonctions particulièrement sensibles au stress. Mais pour Britta Hölzel, les bienfaits de la méditation vont plus loin. Ce qui est passionnant, c'est que la méditation aide la personne à voir les choses différemment, à prendre du recul et à comprendre l'incidence de certains événements sur sa santé. Ça permet par exemple de mieux prendre conscience de ses mouvements quand on fait du sport et du coup de se sentir mieux. La méditation est en quelque sorte un outil pour prendre de la hauteur, pour avoir pleinement conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit et de ce qui nous arrive. Contrairement au traitement médicamenteux, elle offre au sujet la possibilité de contribuer à son propre bien-être. D'après les premiers résultats obtenus par Sarah Lazare, la méditation pourrait aussi retarder le vieillissement du cerveau. Nos travaux n'en sont qu'à leur début. Pour l'instant, on a simplement identifié certains changements. Il faut mener d'autres études pour voir si la méditation freine vraiment le vieillissement. Et si tous les facteurs liés au vieillissement se trouvent ralentis, ou seulement certains d'entre eux. Chaque individu a des besoins différents pour rester en bonne santé et pour guérir. Mais grosso modo, on peut dire qu'on a tous besoin de 3 éléments. Premièrement, le sentiment qu'on peut faire quelque chose, qu'on est compétent et qu'on peut se débrouiller dans différentes situations de la vie. C'est la confiance en soi. J'ai confiance en ma capacité de faire quelque chose. Mais le plus souvent, ça ne suffit pas. On s'en aperçoit quand on tombe malade. Il faudrait alors avoir cette deuxième forme de confiance que beaucoup de gens perdent en grandissant. La certitude que si je ne m'en sors pas tout seul, quelqu'un va venir m'aider à aller mieux. Ce serait bien si on pouvait conserver ce sentiment. Et puis il y a une troisième forme de confiance, qui est vraiment propre à l'humain et qui est plus difficile à décrire. Elle est liée à la spiritualité et à la foi. Disons que c'est le sentiment qu'on fait partie de ce monde et que les choses vont s'arranger. Guck mal hier. Du hast ein Fenster jetzt geholt. Das soll ich nehmen. Il y a 4 ans, la vie de Petra Rang a été bouleversée du jour au lendemain. Je me suis dit, je ne veux pas mourir, parce que le cancer est toujours associé à la mort. À 47 ans, elle apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein. Elle dirige alors une crèche dans la région de Kassel et termine une formation en gestion de la qualité. La première fois qu'on met les pieds dans la salle d'attente, on a un choc. Il y a des patientes qui portent des perruques, des femmes très maigres, puis on voit celles qui ont ces cernes noires caractéristiques que provoque la chimio, et celles qui commencent à perdre leurs cheveux. Et pendant qu'on attend son diagnostic, on se dit « bientôt, je serai l'une d'elles ».
Son sein gauche a dû être amputé, puis reconstruit à partir de tissus prélevés au niveau des muscles du dos. Petra Rang a été traitée par chimio et radiothérapie. Une de ses amies l'a prise en photo peu après l'opération. C'est la vie. Soit on fait front, soit on se laisse gagner par le doute. Moi, j'ai choisi de me battre et d'observer ensuite en quoi j'avais changé. Ça, c'est ma photo préférée. Elle exprime tout. Voilà les tracés de l'opération. Et ce tronc représente tout ce qui barrait mon esprit avant la maladie. Ce cancer survient après une série de coups durs. Petra Rang a perdu son père très tôt, puis vu mourir son fils de 13 ans quelques années avant de tomber elle-même malade. Son mari a aussi eu un grave accident. Le cancer a été l'élément déclencheur qui l'a amené à s'ouvrir pleinement à la vie. Depuis 4 ans, ses analyses sont bonnes, mais elle estime qu'il est trop tôt pour se considérer comme guérie. Les médecins ont joué un grand rôle dans le traitement. Mais j'ai surtout compris que je ne guérirais pas si je n'avais pas la volonté de guérir. Parmi les femmes qui suivaient la chimio avec moi, certaines avaient une vie pas folichonne. Elles n'avaient pas envie de s'en sortir parce qu'elles n'en voyaient pas l'intérêt. Et elles sont décédées depuis. Personnellement, ça m'a permis de prendre conscience de la valeur de la vie. Il faut prendre cette décision. Et je crois qu'une fois qu'on l'a prise, on commence à réactiver ses forces régénératrices. Personnellement, j'ai laissé derrière moi beaucoup de choses du passé. Et je me suis rapprochée de ce qui était ma véritable identité à mes yeux. Petra Rang n'a pas changé de vie du tout au tout. Elle a continué à travailler, mais à un poste moins accaparant de coordinatrice. Elle a appris à se ménager davantage et à s'occuper d'elle-même, pas seulement des autres. Le tout en reconsidérant aussi les événements pénibles du passé. Christa Diegelmann l'a beaucoup soutenue. Cette psychothérapeute de Kassel, spécialisée dans le suivi des patients cancéreux, a mis au point sa propre méthode, baptisée Trust. Elle s'appuie sur les découvertes de la recherche sur le cerveau, de la psychotraumatologie et de la psychologie positive. L'objectif est de permettre aux patients de mieux contrôler leur niveau de stress. Des études montrent que les sentiments de détresse et de désespérance peuvent peser lourd dans l'évolution d'une maladie. Quand un disque est fêlé ou rayé, la tête de lecture reste coincée dans le sillon. C'est un peu ce qui se passe quand un patient apprend qu'il a un cancer. Son cerveau est dans un état d'extrême tension et il ne peut plus traiter les stimuli extérieurs. L'utilité d'une thérapie, c'est qu'on peut remettre la tête de lecture dans le sillon suivant et relancer la musique. C'est le principe de base de mon travail. Je mise sur le fait que chaque patient est doté de ressources intérieures, que chacun est en mesure de renouer avec ses ressources et de les développer pour s'adapter, au bon sens du terme, à sa nouvelle vie. C'est-à-dire pour s'en sortir. Petra Rang a ainsi appris à se concentrer sur ses propres forces intérieures. Des exercices d'imagination l'aident à s'absorber mentalement dans des situations agréables et des souvenirs positifs, même dans les moments de grande détresse. Cela peut avoir des effets tant sur le psychisme que sur le corps. L'activité du cerveau fait aussi réagir le corps.
Quand on demande au patient de se représenter en train de mordre dans un beau citron jaune, on observe tout de suite une réaction de salivation. On voit bien comment le corps réagit au pouvoir de l'imagination. Les séances proposées par Christa Diegelmann contribuent à lever les blocages du cerveau liés au stress et à l'angoisse. La voix est alors libre pour réactiver ces fameuses capacités régénératrices. Souvent, les exercices sont très simples, comme l'alphabet du bien-être. Also, sagen Sie doch einfach mal einen Buchstaben, irgendeinen aus dem ABC. B. Und dann würde ich Sie bitten, überlegen Sie mal, welche Worte fangen mit dem Buchstaben B an und haben mit Wohlbefinden zu tun. Beziehung. Okay. Brombeereis. Aha. Ball spielen. Bett. Das klingt so simpel, aber man braucht Ça a l'air tout simple. Das kostet kein Geld. On n'a pas besoin de suivre une formation. Ça ne coûte rien. Tout le monde peut essayer au quotidien. Choisir une lettre de l'alphabet et y associer des mots qui évoquent le bien-être. Mais si je conseille aux patients de faire ça quand ils se sentent anxieux ou quand ils n'arrivent pas à dormir, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Il ne s'agit surtout pas de leur dire « soyez positif » ou « ce n'est pas si grave ». Au contraire, parce que c'est grave, il est important qu'ils apprennent à rendre leur cerveau réceptif afin qu'ils redeviennent performants et capables d'agir. Sur la question des rapports entre le mental et les processus auto-régénérateurs, la recherche sur l'effet placebo apporte des éléments très éclairants. Ulrike Bingel étudie depuis plusieurs années l'action de ces faux médicaments qui n'ont pas d'effet pharmacologique et sont composés uniquement de sérum physiologique, de sucre ou d'amidon. Dans un placebo, ce n'est pas le contenu du comprimé proprement dit qui agit. C'est la croyance qu'on a dans ses effets. Ça fait appel à plusieurs facteurs psychologiques. La croyance, l'espoir, mais aussi les expériences passées avec les médicaments. Si j'ai une attente positive par rapport aux médicaments, si je pense qu'une crème va calmer ma douleur ou qu'un cachet va faire passer mes hauts le cœur, l'effet placebo intervient. L'effet placebo est particulièrement intéressant à étudier dans le cas de la douleur. Une expérience novatrice a été menée à l'hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf. La substance testée n'est qu'un placebo, mais elle a été présentée aux volontaires comme une pommade antidouleur très efficace. Dans le rectangle rouge, on étale une pommade de contrôle. Dans le vert, la prétendue pommade antidouleur. Au bout de 15 minutes, un stimulus douloureux est appliqué aux deux endroits afin que les participants évaluent son intensité. Résultat, à l'emplacement de la crème placebo, le stimulus est jugé moins douloureux. Pour étudier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, l'expérience a été renouvelée dans une unité d'IRM. Frau Somborski, alles gut bei Ihnen? Ja. Prima, dann können wir jetzt mit dem zweiten Teil des Experimentes fortfahren. Wir stimulieren also jetzt die Stelle, wo vorher die schmerzlindernde Salbe drauf war. Und Sie sollen einfach nur wie vorher die Schmerzreize auf der visuellen Analogskala beurteilen, okay? Okay. Le plus frappant, c'est que les participants ont ressenti une douleur moins intense à l'endroit où on avait appliqué la pommade placebo. On le voit avec leur évaluation de la douleur sur une échelle de 0 à 5. Ici, c'est la substance de contrôle. Et là, la pommade placebo pour laquelle la douleur est nettement moins forte. Mais nous voulions surtout savoir si ça se reflétait aussi dans les structures du cerveau qui gèrent la douleur. Et c'est effectivement le cas. On le voit sur ce cerveau vu de dessus, du côté droit. Vous avez ici le cortex insulaire et le cortex somatosensoriel secondaire.
Ce sont des zones qui réagissent habituellement en cas de douleur. Or, elles présentent une activité très faible quand on applique le stimulus là où se trouve la pommade placebo. Nos recherches montrent que cette perception d'une douleur moindre n'est pas le fruit de l'imagination. Elle se reflète dans le cerveau. Quand j'ai l'impression d'avoir moins mal, le thalamus, le cortex insulaire et d'autres zones affichent une activité moins importante. Les chercheurs ont pu identifier une zone chargée d'inhiber la douleur et qui montre, elle, une plus forte activité. Les derniers résultats de la recherche sur le placebo montrent un lien avec les mécanismes régénérateurs de l'organisme. L'analgésie par placebo fonctionne de la façon suivante. J'active mes fonctions d'inhibition de la douleur pour moins souffrir. Cet effet se retrouve ailleurs dans le corps. Une personne souffrant de la maladie de Parkinson qui s'attend à une amélioration de ses fonctions motrices va par elle-même solliciter davantage son système moteur. Dans le cas du système immunitaire, on a même constaté qu'on pouvait modifier les fonctions immunomodulatrices en les éduquant. Cela montre que nous pouvons exploiter ce potentiel nous-mêmes. Grâce à une autre expérience, Ulrike Bingel a prouvé que l'effet placebo pouvait aussi apporter un plus dans le cas d'un vrai médicament. Les volontaires reçoivent cette fois un analgésique en perfusion. Selon ce que leur dit l'expérimentatrice, l'effet est variable. Si elle leur annonce que leur douleur va diminuer, beaucoup de participants perçoivent effectivement un soulagement. Ceux qui n'ont pas été prévenus, en revanche, n'en retirent pas les mêmes bienfaits. Pourtant, tous ont reçu le même analgésique puissant. Dann geht's jetzt los. Ich befestige diese Thermode wieder, über die wir die Wärmereize und Hitzereize verabreichen. Okay. Okay, wenn Sie die einfach hier so ein bisschen... Ich starte jetzt gleich drüben das Programm, dann kommen immer die Hitzereize, die Sie auf der Skala, die Sie schon kennen, beurteilen. Okay? Und dann geht's gleich weiter. Gut. Au début, les volontaires signalent une douleur moyenne à forte. Sur une échelle de 0 à 100, ils indiquent 70, ce qui est déjà assez élevé. Quand le participant ne s'attend pas à ce qu'on lui injecte un analgésique, les opiacés ont un effet sur la douleur, mais limité. C'est normal puisque ce type de médicament fonctionne aussi sur les patients inconscients. Mais l'effet analgésique est presque 2 fois plus puissant quand le participant sait ce qu'on lui injecte. Il y a autre chose, et c'est tout aussi important d'un point de vue clinique. Chez les volontaires qui ignorent qu'on leur injecte le médicament et qui ont peut-être des attentes thérapeutiques négatives ou pensent qu'on ne leur donnera rien, l'effet disparaît presque complètement. Vous voyez, la douleur remonte au niveau de départ, alors que le participant a reçu un très fort analgésique. On voit que les attentes de chacun jouent un rôle très important quand on administre un médicament, au moins aussi important qu'avec des placebos. L'idéal est donc d'associer les médicaments et autres traitements avec des attentes thérapeutiques positives. Cela permet de limiter les effets secondaires indésirables des substances, voire de réduire les doses médicamenteuses. Le médecin joue lui aussi un rôle décisif. S'il est capable d'établir une relation de confiance avec le patient, il peut faciliter la guérison. Si au contraire il véhicule des sentiments et des attentes négatives, cela sera nuisible au processus ou même au patient. Car c'est alors qu'intervient le jumeau maléfique de l'effet placebo, l'effet nocebo. La confiance et les attentes du patient sont donc déterminantes. Et cela passe non seulement par le médecin, mais aussi par les notices des médicaments ou les informations diffusées par les médias. Gut. Ich befreie Sie hier von unserem Schmerzinstrumentarium. Honnêtement, on connaît ces effets depuis plusieurs millénaires. Hippocrate expliquait déjà que certaines herbes ne faisaient effet qu'en association avec certaines paroles. Ce sont des connaissances très anciennes, et beaucoup de médecins les utilisent depuis longtemps de façon intuitive, sans forcément les exprimer sous cette forme. Mais moi, j'aimerais qu'elles soient appliquées par tous, de façon beaucoup plus systématique, et pas seulement par quelques médecins. Il faudrait que ce soit mieux pris en compte dans l'ensemble du système de santé. À l'hôpital universitaire de Heidelberg, la formation dispensée reprend ses principes. Depuis 2001, les étudiants en médecine suivent des cours en communication et interaction dirigés par Jana Jünger. Wann haben denn die Bauchschmerzen bei Ihnen eingesetzt das erste Mal, so für längere Zeit?
Les séances filmées visent à combler les lacunes dans la formation des futurs médecins, car la conduite des entretiens avec les patients est souvent leur point faible. Ce module fait partie intégrante du programme d'études et compte pour les examens. De plus en plus d'universités suivent cet exemple. Les étudiants apprennent à écouter les patients et à mener les entretiens qui jalonneront leur quotidien de médecin, donner un conseil, annoncer un diagnostic ou une mauvaise nouvelle. Les patients, interprétés par des comédiens, font part de leurs doléances, de leurs peurs et de leurs préoccupations. Si le médecin ne réussit pas à établir un contact rassurant, toutes ces connaissances ne lui serviront à rien. C'est une question intéressante. Est-ce qu'il existe des médecins très calés du genre Dr House avec un côté sympathique, mais qui ne savent pas communiquer avec leurs patients? Pour nous, ce genre de personne ne peut pas être un bon médecin et ne devrait même pas choisir ce métier. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les aptitudes à communiquer. Nous pensons qu'une personne incapable de communiquer ne peut pas devenir médecin. C'est tellement central pour aider les patients, ça ne peut pas passer à la trappe. C'est aussi incontournable que les connaissances et les compétences purement médicales. Les étudiants découvrent ainsi leur propre influence sur le rétablissement de leurs futurs patients. Parfois, ce sont de petits détails qui font la différence. Être à l'écoute, poser des questions montrant l'intérêt du médecin pour le patient, trouver les mots qui rassurent. Si la confiance s'instaure, la guérison peut commencer. En juillet 2010, l'Ordre des médecins allemands a reconnu officiellement le rôle de l'effet placebo et recommandé qu'il soit pris en compte par les médecins. D'autres recherches montrent aussi qu'il est possible d'établir jusqu'à 80% du diagnostic dès l'anamnèse, c'est-à-dire lorsque le patient fournit des renseignements sur ses antécédents. Il serait donc possible de se passer de certains outils de diagnostic plus coûteux ou de les utiliser de façon ciblée. L'idéal, quand on voit un patient pour la première fois, c'est de prendre en compte les aspects psychologiques et sociaux dès l'anamnèse. Autrement, on risque de se concentrer sur les problèmes physiologiques et de se demander après coup ce qu'il faut faire pour traiter le psychisme. Si vous essayez dès le départ de comprendre les liens entre ces deux aspects, vous pourrez mieux les traiter. Dans ce premier entretien, il est amplement suffisant d'annoncer le diagnostic. Dire « vous présentez des troubles somatoformes, mais on ne sait pas encore très bien d'où ils viennent ». Notre objectif, c'est de comprendre ensemble ce qui vous arrive. Et ensuite, demander « qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Ce n'est pas anodin de consulter un médecin. On y va en général quand on traverse une crise, à moins que ce soit pour un bilan de santé préventif, mais là aussi, la communication est importante. Donc soit une crise psychologique, soit un gros problème physiologique. En un mot, on consulte quand on est en situation de détresse. Le médecin joue alors un rôle central de guide pour traverser cette crise. Il doit poser les jalons pour que le patient puisse activer les forces qui sommeillent en lui. Celui-ci pourra alors guérir à la fois avec l'aide extérieure du médecin et en puisant dans ses ressources intérieures et préserver sa santé aussi longtemps que possible. Mais pour obtenir ces résultats, il faut du temps. Or, les impératifs de réduction des coûts empêchent souvent le corps médical de se consacrer pleinement aux patients. De plus, tous les praticiens ne connaissent pas l'importance de ce fameux médecin intérieur. Si les mécanismes régénérateurs des patients étaient mieux exploités, il serait pourtant possible de réaliser des économies considérables à long terme. Tous les établissements médicaux, les hôpitaux par exemple, devraient prendre en compte ces connaissances qui nous viennent de la biologie, de la physiologie et de la neurobiologie. Et ils devraient tout mettre en œuvre pour que les patients soient en mesure de réactiver leur capacité d'autorégénération. Certains hôpitaux le font, avec de très bons résultats. Et ils ne coûtent pas forcément plus cher. Il faut veiller à entretenir le bon esprit d'un établissement de soins, sans quoi il finit par se perdre. C'est arrivé dans pas mal d'hôpitaux. Ce bon esprit a disparu et a été remplacé par un autre esprit que tout le monde connaît.
l'esprit gestionnaire. Et quand il s'installe, c'est pour de bon. Il se met à gouverner tous les gens qui travaillent dans cet hôpital, du chef de service à la femme de ménage. Et pour finir, ce sont les patients qui sont à leur tour gérés. Cet esprit gestionnaire devient la seule force à laquelle il faut obéir et qui crée des obligations. Combien de temps doit durer une consultation? Comment faut-il nettoyer les chambres? Quelles sont les missions d'un médecin-chef, etc. Mais il n'y a plus de dialogue dans tout ça. D'un point de vue neurobiologique, physiologique et psychosomatique, on sait que ça ne peut rien donner de bon. Les coûts de gestion augmentent et pourtant on guérit de moins en moins de patients. Voilà le genre de système de santé que nous avons actuellement en Allemagne. Il coûte extrêmement cher et les patients ne sont pas en meilleure santé que dans certains pays du tiers-monde où le budget consacré à la santé est 10 fois moins élevé. Dans les années 1980, l'oncologue et hématologue Gerd Nagel a eu un cancer qui a radicalement changé sa conception de son métier. J'ai établi moi-même mon diagnostic. J'avais remarqué des points rouges sur mes pieds et mes jambes. Pour un hématologue, ce n'est pas un bon signe. J'ai fait des examens sanguins, étudié tout ça au microscope et constaté qu'il y avait des cellules malignes. Ancien président de la Ligue allemande contre le cancer et directeur d'un hôpital universitaire, Gerd Nagel est à l'époque au sommet de sa carrière. La forme de leucémie dont il est atteint passe pour pratiquement incurable. Il décide pourtant de venir à bout de la maladie. Il sait que la chimiothérapie est indispensable, mais ne veut pas s'en contenter. Le grand défi pour moi, c'était de savoir comment je pouvais moi-même contribuer à vaincre mon cancer. Quelles ressources j'avais en moi et quel genre de médecin intérieur je pouvais activer moi-même. Là, j'ai eu un grand choc, pas tellement à cause du diagnostic, mais plutôt en raison d'une prise de conscience. Je ne savais plus qui j'étais. Pendant toute ma carrière, dans tout ce que j'avais construit, dans ce milieu médical où la concurrence est si rude, je m'étais perdu. Moi, mes sentiments et mon identité. Ça a été un moment très difficile. Je me suis dit, je ne peux pas commencer ce traitement et me battre contre la maladie tant que je n'ai pas retrouvé mes propres forces. Il fallait d'abord que je retrouve ce qui avait fait mon identité d'autrefois. Pour cela, je me suis retranché dans la solitude, loin de tous. Je savourais le contact du bois, des branches noueuses. Je pataugeais dans l'eau. Je faisais de l'exercice. Je courais pieds nus dans la mousse, sans parler, sans réfléchir. Je me concentrais sur mes sensations. Et c'est allé vite, j'étais très surpris. Au bout de 10 jours, j'étais presque redevenu moi-même. Gerd Nagel a suivi une chimiothérapie. Et il a réussi à vaincre le cancer. Cette expérience a changé sa vision des choses. Nous devons apprendre à mieux cerner les forces des patients, les aider à renforcer leurs ressources et à tenir compte de ces ressources dans le traitement médical. Je me suis rendu compte à cette époque que nous avions des lacunes énormes en la matière. En 1993, Gerd Nagel a ouvert sa propre clinique de biologie tumorale à Fribourg-au-Brisgau. Il a pu mettre en application sa conception d'une médecine holistique centrée sur les patients.
Je pense que les capacités de guérison de chacun offrent un potentiel énorme pour surmonter les maladies, y compris dans le cas d'un cancer. Et nous sous-estimons beaucoup ces capacités. Le plus difficile, c'est de cerner le potentiel du patient qui est en face de moi, parce qu'on ne peut pas généraliser. Dans la médecine conventionnelle, on apprend des généralités, des schémas bien définis. Mais lorsqu'il s'agit d'incorporer les forces propres à un patient dans le processus de guérison, il faut commencer par les identifier. Et c'est là toute la difficulté, découvrir le potentiel de tel individu. Vous citez la patience comme l'une de vos forces. Vous savez aussi que vous êtes dans un processus constructif. Mais vous faites votre possible pour continuer à vivre normalement. Et c'est aussi une force. Oui, absolument. C'est très important pour moi de me raccrocher à cette normalité. Apprendre à vivre avec la maladie, prendre conscience de ses forces et s'en servir pour guérir, c'est l'objectif des séances que propose Gerd Nagel, aujourd'hui à la retraite. Il s'agit de convaincre les patients qu'ils sont compétents. C'est une approche inédite. Appliquée en début de traitement, elle aide les malades, comme Doris Singer, à trouver leur propre façon d'affronter leur pathologie. Gerd Nagel se voit comme un éclaireur qui aide les patients à découvrir leurs propres ressources. Et la normalité, c'est peut-être aussi accepter la vie telle qu'elle est. Oui, s'accommoder de la situation et être capable de l'accepter. À 52 ans, Doris Singer est atteinte d'un cancer des poumons. Elle n'a jamais fumé. Elle devra probablement subir des séances de chimiothérapie jusqu'à la fin de ses jours. Gerd Nagel l'a aidée à prendre conscience de ses ressources intérieures et à adopter un état d'esprit propice à la guérison. Pour ce faire, la clé réside dans la focalisation, un principe issu de la médecine mentale qui consiste à se concentrer sur un objectif précis. Toutefois, Gerd Nagel ne donne pas de faux espoirs. Selon lui, il ne faut jamais viser la guérison absolue, car celle-ci est incertaine. Au contraire, il faut comprendre la guérison comme un processus ouvert, afin de mieux gérer la maladie et de remplacer la peur par la confiance. Le cerveau pilote le processus de guérison, mais aussi les défenses, les hormones et le stress. Tout cela est contrôlé par le cerveau. Et on peut pratiquement lui donner l'ordre de nous aider à guérir. C'est comme si on se fixait une destination, Hawaï. C'est notre objectif, la guérison. Il ne faut pas l'oublier. L'atteindre, c'est une autre histoire, mais le but, c'est de guérir. Et il faut vous dire que vous êtes en route vers la guérison. Vous êtes à bord d'un avion et le pilote automatique est réglé sur la destination guérison. Vous êtes en chemin, embarqué dans ce processus de guérison. Cette image de l'avion de la guérison, il faut toujours l'avoir en tête. Quand on travaille avec les patients et qu'on leur dit qu'ils peuvent contribuer eux-mêmes à leur guérison, ils sont tout à fait réceptifs. Mais parfois, ça ne suffit pas. La maladie réapparaît, ou la guérison ne se passe pas comme on l'espérait. Et là, les patients risquent vraiment de penser que c'est de leur faute. Il est donc important de les mettre en garde très tôt. Leur force régénératrice représente un potentiel, une chance qu'il faut exploiter. Mais pas une garantie. Ce n'est pas une garantie qu'ils vont arriver à leur fin. Que puis-je faire moi-même? Comment trouver ma voie dans la maladie? Comment continuer à mener une vie normale?
Autant de questions que se posent les patients compétents. Pour les encourager à agir, Gerd Nagel a créé une fondation pour la compétence du patient. Je suis un peu virulent sur le sujet, mais il faut le claironner partout. C'est un scandale que le système de santé ne se préoccupe pas de rendre les patients compétents. On finance tous les traitements possibles et imaginables, mais en dehors de la médecine de rééducation, on ne finance pas du tout ce qui pourrait encourager la compétence des patients, ce qui les aiderait au quotidien. Or, cette forme de conseil, c'est vraiment l'avenir du système de santé. Je crois qu'à terme, ce genre de prestation finira par être remboursé par les caisses d'assurance maladie. J'en suis certain, parce que notre société en a besoin. Et je continuerai à me battre pour ça jusqu'à la fin de mes jours. La médecine de demain, ce serait donc celle qui aiderait les patients à renouer avec leurs propres capacités régénératrices. Un retour aux savoirs ancestraux qui pourrait avoir de profonds effets sur le système de santé, permettre des économies et éviter la surconsommation de médicaments aux effets secondaires. Mais ce qu'il faut avant tout renforcer, c'est le dialogue entre les professionnels de santé et les patients. Alors seulement, le médecin qui réside en nous pourra jouer pleinement son rôle.